bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre espace économique sur Canal Algérie. L'heure éco, ce soir nous allons vous parler de Batimatech qui réunit les professionnels du BTPH. Cette 25e édition a réuni 900 exposants, 550 exposants nationaux et 350 internationaux de plusieurs pays qui regroupent toutes les branches du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics. On dit souvent en économie que lorsque le BTPH va bien, eh bien il entraîne avec lui plusieurs secteurs de l'économie. Nous verrons si c'est le cas chez nous. Cette 25e édition sera-t-elle un coup de relance de ce secteur en Algérie? Nous allons avoir les réponses dans un instant. Nous parlerons de ce changement de paradigme également qui nous impose un choix différent dans le choix des matériaux de construction, une nouvelle façon de construire, de penser les villes et les services des habitants. Nous parlons également de législation en vigueur et les moyens de les faire respecter. Pour en parler, je reçois ce soir Reda Boualiwa. Vous êtes directeur général de la construction, des moyens et des moyens de réalisation au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Nous parlerons avec vous notamment des nouveautés puisque vous venez d'arriver justement de la SAFEX. Monsef Bouderba, vous êtes président de l'Association nationale des céramistes algériens. Vous allez nous parler surtout des matériaux, des choix des matériaux et des nouveautés de cette année. Merci à tous les deux de participer à ce numéro de l'heure éco. Nous allons voir au fur et à mesure les images qui défilent de cette 25e édition. Première question, les nouveautés, puisqu'on s'intéresse à chaque année aux nouveautés. Reda Boualiwa. Merci pour l'invitation. Effectivement, donc cette 25e édition, donc elle enregistre un progrès sans précédent et elle a enregistré un nombre record en matière de participants. Donc nous avons enregistré la participation de 900 exposants, dont 550 nationaux et 350 étrangers. À leur tête, la Turquie, la Chine et l'Italie. Donc nous avons enregistré aussi cette année le retour de nos partenaires chinois. Donc cette édition constitue une opportunité déjà pour les professionnels du BTPH, pour les producteurs et aussi pour les opérateurs économiques d'exposer leurs produits, de montrer les progrès technologiques enregistrés en matière de fabrication de nouveaux produits, nouveaux et innovants surtout, et constituer vraiment une opportunité pour les échanges et pour la concrétisation de toute action de partenariat. Et aussi en tant que secteur de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville en charge d'un immense programme de réalisation de logements et d'équipements publics, nous plaçons la question de l'innovation dans les matériaux de construction au centre de nos préoccupations. Nous allons parler de cette question à la deuxième partie de cette émission qui dit BTPH, vous l'avez rappelé, dit forcément matériaux de construction, innovation aussi. Quelles sont les nouveautés, Monsieur Bouderba, cette année? Bien, nous avons, comme vous le savez très bien, fait un travail sur nous-mêmes. Nous sommes un secteur qui, généralement, fait des examens, n'est-ce pas, tous les trimestres ou tous les 6 mois. Et c'est devenu maintenant une habitude, même une obligation, surtout après le Covid. Le secteur de BTPH en Algérie a beaucoup souffert d'une crise un petit peu économique et de l'arrêt en lui-même des travaux et n'est-ce pas, du programme de logement qui avait été engagé. Donc nous avons, il faut le dire clairement, accusé un petit retard sur les délais de réalisation. Les choses sont en train de s'améliorer, puisque maintenant il y a toute une batterie de mesures qui a été prise au niveau du ministère de l'Habitat pour non seulement finaliser ce qui existe rapidement et le livrer, et en plus lancer un nouveau programme de logement, tout type de logement confondu. Et bien sûr, quand on initie un nouveau programme, on se doit, n'est-ce pas, de mettre, disons, la qualité au premier plan. C'est-à-dire que tout ce qui est innovation, comme vous l'avez souligné au départ de l'émission, doit être, bien sûr, utilisé pour, n'est-ce pas, donner le plus de confort aux citoyens algériens et en plus pour la maîtrise des coûts en lui-même de la réalisation du logement. L'Algérie, comme vous le savez très bien, est un pays qui est doté non seulement d'énergie fossile classique, comme le gaz et le pétrole, mais maintenant,
il y a une bataille environnementale dans le monde dans laquelle l'Algérie s'est inscrite. Et là, l'habitat n'échappe pas à cette règle. Donc je pense que tout est fait pour, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle des habitations écologiques. Et c'est un défi qu'il faudra relever avec la participation, bien sûr, de tous les producteurs d'abord de matériaux de construction, les réalisateurs et les donneurs d'ordre. Dans ce cadre-là, nous attendons que de bonnes nouvelles. Mais avant d'arriver aux habitations écologiques, Monsieur Boualiwa, vous êtes directeur au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une véritable relance post-Covid? Est-ce que la reconstruction est en marche aujourd'hui? Effectivement, donc pour nous, la pandémie Covid, c'est du passé. Donc d'ailleurs, c'était le premier secteur à avoir mis en place un plan de déconfinement. C'était au mois de mai 2020, avec la relance de l'ensemble des projets. Avec la particularité du secteur de l'habitat, c'est que c'est des chantiers qui sont en plein air, qui nécessitaient pas des mesures de confinement draconiennes. Donc avec cette décision, ça nous a permis de relancer l'ensemble des projets qui étaient à l'arrêt ou ayant connu quelques ralentissements. Aujourd'hui, les chiffres sont là. Donc, je profite de cette occasion pour rappeler que durant les 3 dernières années, 2020, 2021 et 2021 et 2022, le secteur quand même a pu attribuer 920 000 logements, toutes formules confondues ou bien tous segments confondus. Cela est dû à la combinaison et la conjugaison de tous les efforts des intervenants dans le secteur. Et comme vous le savez, l'acte de bâtir fait appeler un ensemble d'intervenants et pour lesquels doivent intervenir d'une manière synchronisée et cohérente pour atteindre les objectifs escomptés, à savoir des produits de logement surtout sûr, durable et aussi avec le confort souhaité. Je voudrais juste revenir par rapport à la question des nouveaux matériaux, nouveaux et innovants. Le secteur résidentiel et tertiaire est connu comme étant un gros consommateur d'énergie à hauteur de 43% d'après les statistiques, et par voie de conséquence, il génère des effets négatifs sur l'environnement. L'Algérie aussi s'est engagée à travers sa contribution nationale déterminée qui était provisoire à réduire les émissions des gaz à effet de serre à 7%, et le bâtiment a une part importante dans ces actions et ces mesures d'atténuation. Et je citerai par exemple l'isolation d'un nombre important de logements, et nous travaillons depuis quelques temps sur la question à travers une série déjà de mesures mises en place, à travers l'adaptation du cadre législatif et réglementaire par l'élaboration d'une réglementation thermique. Aussi, on assure, selon le mode constructif actuel, donc un minimum d'isolation des enveloppes du bâtiment et l'isolation systématique des terrasses. Il y a aussi le recours systématique à la menuiserie extérieure en PVC ou en aluminium pour améliorer déjà les performances en matière d'étanchéité à l'air et à l'eau, et l'utilisation dans certains programmes de logement le double vitrage. Toutes ces mesures d'efficacité énergétique visent à réduire la consommation finale de l'énergie. Au sein du foyer, et vous avez évoqué une batterie de mesures qui obligent le constructeur, mais également les citoyens à respecter un certain nombre de mesures. Nous allons voir dans un instant comment les faire respecter, parce que c'est beau parfois de faire passer des lois, mais il faudrait avoir un suivi rigoureux pour faire respecter tout cela. Monsef Boudelba, vous êtes président de l'Association nationale des céramistes algériens. Parlez-moi de cette flambée des prix des matériaux de consommation qu'on constate aujourd'hui depuis la pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, cette constatation, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'on exagère un peu? Les matériaux de construction. Bien, écoutez, c'est tout à fait normal. Tout d'abord, il y a eu la pandémie, comme a soulevé notre ami du ministère de l'Habitat, et je pense que le secteur de l'habitat en a beaucoup souffert. Donc, heureusement, nous sommes sortis de tout ça.
Donc les échéances vont être maintenues et respectées, c'est très important parce que dans la gestion en elle-même et la maîtrise du coût de la construction, le respect des délais est fondamental pour, n'est-ce pas, que notre secteur, comme vous l'avez dit au début, quand le bâtiment va bien, tout le reste suit et va bien aussi. Donc, ce qui est très important. En ce qui concerne la flambée, c'est une donne internationale. Vous savez très bien qu'à la suite du Covid, il y a eu depuis maintenant une longue période, la guerre en Ukraine, et qui a fait flamber le prix de l'énergie classique en elle-même. Et pour un certain nombre de matières premières qui sont importées d'Asie centrale, qui traversaient la Méditerranée, les prix, effectivement, sur le plan de la logistique et du transport, ont été multipliés parfois par 2 et même par 3. Donc ça a eu une conséquence. C'est le cas pour votre secteur, la céramique ? Oui, absolument. Nous n'avons pas échappé à cette règle, malheureusement. Nous avons été infligés, nous avons subi nous-mêmes des pertes de 30 à 40% sur le contrôle du prix de revient de nos produits que nous mettons à la disposition du consommateur algérien. Et nous avons votre stratégie, M. Boudelba, c'est de répercuter ça sur le consommateur ou alors c'est de réduire votre marge ? Nous, en ce qui nous concerne dans la céramique, nous ne pouvons pas le faire parce que nous sommes dans un marché qui aujourd'hui offre une concurrence assez rude. Ouais. C'est bien d'avoir une concurrence parce que ça permet, avant la crise énergétique, de pouvoir augmenter d'abord la qualité pour le citoyen consommateur algérien et en même temps de baisser les prix. Mais quand vous faites face à une crise multidimensionnelle comme celle qui s'est installée maintenant depuis une longue durée dans ce conflit ukrainien et russe, nous n'avons aucune possibilité d'absorber cette perte sèche au niveau des inputs et au niveau de la maîtrise des coûts de réalisation de nos produits. Donc nous sommes frappés par cette perte au niveau, n'est-ce pas, du coût de revient de nos produits que nous ne pouvons pas défalquer sur le prix proposé à nos consommateurs. Donc nos chiffres d'affaires baissent, malheureusement pour la céramique, depuis maintenant le début de l'année. Si nous baissons nos chiffres d'affaires, bien sûr, la marge bénéficiaire en souffre, c'est clair. Bon, le gouvernement algérien, pour le moment, ne s'est pas penché sur ce problème. Nous souhaitons que ce soit, je profite de l'occasion que vous m'avez offerte, pour attirer son attention. Je pense qu'une communication ou un débat avec nos partenaires du ministère de l'Habitat et des Finances doit être engagé dans ce sens pour trouver toutes les solutions en faveur non seulement du consommateur algérien, des producteurs de matériaux de construction et bien sûr des autorités gouvernementales. Très bien. D'abord, vous voulez rebondir, juste rebondir par rapport à ce point qui est évoqué. Effectivement, donc nous avons ressenti ça, cette augmentation, notamment pour les marchés ne disposant pas d'une clause contractuelle de révision et d'actualisation des prix. Notre secteur a été le premier donc à essayer de prendre cette problématique, notamment pour les matériaux dits stratégiques comme l'acier, qui a connu quand même une augmentation et des fluctuations importantes, dues à l'injonction de plusieurs paramètres, dont la crise et les bouleversements à l'échelle mondiale qu'a connu la scène mondiale. Et malgré ça, on a essayé quand même pour les entreprises qui ont des marchés dans lesquels est stipulée la révision et l'actualisation des prix. Et comme vous le savez, notre secteur est chargé de l'élaboration trimestrielle de ce qu'on appelle des indices des prix qui sont introduits dans l'actualisation et la révision dans les formules de révision et d'actualisation des prix. Et nous avons effectivement constaté cette augmentation qui a accentué, qui a un petit peu perturbé l'avancement des travaux. Nous avons enregistré quelques entreprises qui se sont désistées au moment de la phase de lancement des appels d'offres. Mais malgré ça, on a surmonté cette situation. Preuve en est, c'est que les réalisations sont là, les projets sont livrés et moyennant c'est un dispositif approprié qui a été mis en place par rapport à cette question d'augmentation des prix.
Monsieur Boillier, j'avais posé une autre question par rapport à toute cette batterie de mesures qui concerne justement des habitats écologiquement responsables. Vous avez parlé aussi de contraintes, de batteries de lois. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à suivre ces décisions et à exercer un contrôle? Je voudrais juste rappeler que parmi les mesures, déjà, donc en matière d'isolation, je dirais pour les programmes publics, donc il y a le recours systématique à ce dispositif d'isolation thermique. Donc nous disposons aussi d'une réglementation aussi depuis des années. Nous travaillons dispositif d'isolation thermique. Donc nous disposons aussi d'une réglementation aussi depuis des années. Nous travaillons à travers notre centre de recherche à développer toutes les solutions innovantes en matière d'isolation. Maintenant, pour les constructions individuelles, c'est vrai qu'il y a une réflexion dans ce sens et d'aller vers d'exiger au moment de la délivrance des permis de construire que ces constructions doivent respecter ou doivent répondre à un minimum de mesures d'efficacité et énergétique. Certains projets qui ne connaissent pas des problèmes de financement, comme vous le savez, c'est des programmes publics financés sur budget de l'État, donc ils font appel souvent à des surcoûts qu'on doit prendre en considération. Alors, nous avons eu aussi une expérience à travers la réalisation d'un projet pilote de 600 logements HPE, cofinancé sur le Fonds national de la maîtrise de l'énergie, qui a pu quand même financer à hauteur de 80% le surcoût induit par ces mesures d'efficacité énergétique, et nous travaillons sur la question pour mettre un dispositif qui permettra aussi aux citoyens de s'inscrire dans cette démarche ou dans cette perspective. Il n'y a pas que le bâtiment, nous sommes le secteur de la construction. On veille à la régulation et à la mettre tous les textes qu'il faut, mais aussi il y a d'autres secteurs, notamment le secteur de l'industrie. Je profite de cette occasion de promouvoir, parce que nous avons fait un petit calcul en matière de capacité de production des produits isolants. Donc il reste beaucoup à faire et je pense que c'est l'occasion, à travers ce salon, d'expliquer à ces opérateurs que l'avenir, donc c'est ça, c'est d'aller vers ces nouveaux matériaux écologiques et amis de l'environnement et qui ne sont pas énergivores et qui permettent aussi la protection de l'environnement, sachant que l'Algérie s'est engagée et dans ce processus d'atténuation, de mesures d'atténuation pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Monsef Boudelba, vous avez passé la journée sur place hier et aujourd'hui aussi. Quelles sont les nouvelles tendances aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on y découvre? Qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui à cette 25e édition en matière d'innovation, justement? Parler d'isolation thermique. Écoutez, ce qui est assez remarquable, c'est la dynamique qui existe dans notre secteur. Le ministre a très très bien souligné hier à l'inauguration qu'aujourd'hui nous pouvons construire 100% algérien. C'est-à-dire que la façon de construire, l'architecture, les bureaux d'études, les matériaux de construction, les matières premières utilisées pour la réalisation de tous ces projets de logement en Algérie existent en Algérie. Donc la maîtrise, n'est-ce pas, de la technologie maintenant, elle est suffisamment, disons, bien acceptée par tous les consommateurs algériens qui vont vers le produit algérien d'une manière moins frileuse. Ils sont habitués à la qualité de tous les produits qui sont offerts. Cette manifestation, ce salon offre une panoplie de choses remarquables qui ont été, moi j'ai constaté dans les peintures. Je trouve qu'au niveau de la peinture, je ne sais pas si mon ami Reda a fait le même constat, au niveau des peintures fabriquées en Algérie, il y a énormément de choses. On sent que la recherche et développement au niveau des produits chimiques est véritablement maîtrisée. Donc c'est important. Ça veut dire que les Algériens sont en train de se lancer dans une nouvelle activité dans la recherche et développement de produits pointus qui vont pouvoir permettre facilement d'être exportés en Europe, parce que ce sont des produits aujourd'hui qui ont une tendance... Qui sont concurrentiels aussi? Oui, absolument. Non seulement ils sont concurrentiels,
Pour les peintures, j'ai vu des choses remarquables, une maîtrise de la technologie des dernières générations de produits chimiques. Ça m'a fait baume au cœur, c'est exactement le même ressentiment que j'ai eu pour la céramique il y a quelques années. Nous avons véritablement, nous sommes fiers aujourd'hui de le dire et d'exposer tous ces produits pour aller à l'international en toute tranquillité. Je pense que l'Algérie est en train de faire un travail remarquable sur elle-même et dans les crises que nous avons vécues depuis quelques années, depuis les 4 ou 5 dernières années, je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait sur nous-mêmes dans tous les domaines de l'habitat. On va voir l'avis de... Et je souligne ça ce soir. Dolida Baliwa qui a l'air de... Pour ma part aussi, je dirais que ce salon propose une large gamme de produits nouveaux et innovants. Et aussi, en plus des peintures aussi, j'ai eu à constater aussi qu'il y a des solutions techniques qui sont proposées, notamment les enduits extérieurs, qui jouent à la fois le rôle qui ont la fonction d'isolation, qui sont faciles à appliquer. Et nous, on ne va pas se limiter aux constructions neuves. On a aussi un parc immobilier aussi qui est important, qui dépasse les 10 millions à rénover, d'unités. Il sera appelé aussi à réhabiliter sur le plan thermique. Et le recours à ces solutions techniques permettra aussi de répondre à ces exigences performantielles en matière d'isolation, notamment du bâti existant. Aussi, je rajouterai qu'en plus des matériaux de construction, il y a aussi ce qu'on appelle les systèmes et les procédés constructifs nouveaux et innovants. Et nous, au niveau du ministère de l'Habitat, nous avons mis en place une procédure de délivrance des avis techniques via le centre de recherche, le CNIRIB, qui permettra aussi à toute solution innovante en matière de procédés constructifs. Donc, ces avis techniques qui sont délivrés par le CNIRIB qui énoncent l'aptitude à l'emploi de ces procédés dans un contexte national en tenant compte des spécificités de l'Algérie en matière de sismicité, en matière aussi de durabilité, en matière d'attaque. Climat aussi. Comme vous le savez, donc construire dans le nord, c'est pas de la même façon que dans le sud. Nous allons voir dans un instant. On a différentes zones climatiques en Algérie. Bien sûr. Et nous travaillons et nous encourageons aussi le recours aux matériaux locaux. Aujourd'hui, au niveau des zones arides et semi-arides, les hauts plateaux et le sud, le recours à la solution du BTS, le béton de terre stabilisé, constitue une opportunité. Au-delà de ces performances sur la de mécanique, il y a aussi les performances en matière d'isolation thermique et répond parfaitement à nos... Il y a un autre matériau de construction, vous êtes peut-être d'accord tous les deux, qui a montré son efficacité, que ce soit en matière de solidité, mais également en matière énergétique, c'est le bois. Alors, traité de plusieurs façons pour construire des maisons, des habitations. Est-ce qu'on peut aller vers cette solution en Algérie? Est-ce qu'il y a des tests qui sont en cours, Reda Baliwa? Effectivement, le bois aussi constitue un matériau qui est aussi durable. Donc, au niveau du ministère de l'Habitat, nous avons élaboré déjà un DTR, un document technique réglementaire, qui permet aux concepteurs de calculer, d'émotionner les ouvrages à base de bois comme élément porteur. Seulement, donc, il y a certaines mesures qu'il faut prendre aussi en matière de résistance au feu et à l'incendie, et aussi tenir compte du mode de vie de l'Algérien. Donc, c'est souvent éviter toute venue d'eau, toute attaque et assurer une bonne étanchéité pour assurer cette durabilité, parce que le pourrissement du bois dû souvent à l'attaque et l'agressivité des eaux. Et comme vous le savez tous, qu'on utilise beaucoup d'eau, donc, mais il reste aussi comme une solution. Seulement pour l'instant, ce produit est quasiment pratiquement provenant de l'importation. Il y a aussi des orientations du pouvoir. C'est un bois qui est traité aussi à Monsef Poudelba. Oui, ça c'est une solution pour ce qu'on appelle les maisons individuelles. Voilà. En dehors de ce type de construction, je pense que, je ne sais pas, c'est un avis personnel, peut-être que je me trompe d'ailleurs, je pense que c'est à éviter pour tout ce qui est collectif, parce qu'effectivement, comme a dit M. Reda Baliwa, c'est difficile la conception en elle-même de l'entretien en cas
de problèmes peut créer des conséquences assez douloureuses pour les occupants de ces structures. En plus, malheureusement, nous ne sommes pas un pays producteur de bois. Mais je pense qu'on peut faire une tentative intéressante de produire du bois de manière industrielle. Moi, j'ai visité des aciéries en Finlande. C'est du bois de reproduction, en fait, ce qu'on appelle le bois de reproduction. Bon, je pense qu'on peut donner une chance à ce matériau noble qui a fait ses preuves dans les pays nordiques, aux États-Unis, en Angleterre, et même dans certains pays comme l'Allemagne et la France. Mais simplement, pour ce qui concerne le mode de consommation algérien, je reviens à ce que j'ai dit au départ, ce serait plus prudent de préconiser ça pour un logement personnel et non pas bien sûr. Et parlons de logement personnel, autre innovation aussi, je vous laisse rebondir dans un instant, les maisons imprimées qui commencent à devenir à la mode, c'est en vogue dans un certain nombre de pays. Est-ce qu'on peut tenter aussi l'aventure en Algérie, Monsef? Oui, écoutez, la recherche et développement, l'objectif de tout ça, c'est de maîtriser les coûts de production. Si si on s'inscrit dans ce cadre-là, on peut avancer dans ça, mais il faut aussi voir que l'Algérie est un pays qui souffre de sécheresse, de 3/4 du territoire est désertique ou semi-aride. Donc il faut faire attention à des expériences qui peuvent très très bien fonctionner dans un certain nombre de pays et qui donnent de très bons résultats, mais qui probablement ne fonctionnent pas tout à fait. Pas nécessairement donnent les mêmes résultats en Algérie. Donc on peut toujours encourager à travers les universités, les centres de recherche, le ministère de l'Habitat peut effectivement de manière expérimentale pour essayer de trouver ce qu'on appelle des solutions alternatives au mode de fonctionnement classique de la construction en elle-même. Il faut voir. Et moi, je vois aussi que la promotion aujourd'hui des procédés constructifs légers, par exemple, on s'est formé à froid, constitué avec excellence comme solution alternative. Compte tenu déjà des avantages qu'offre le PAF, le profil formé à froid, il y a une légèreté, il s'adapte parfaitement dans des zones, il peut être utilisé dans des zones sismiques. C'est le contexte de l'Algérie, compte tenu de sa légèreté, aussi de ses performances mécaniques. En matière de réalisation, ça ne nécessite pas des moyens de levage et de manutention. Donc le mode d'assemblage, c'est un mode qui est aisé et qui ne nécessite pas une main-d'œuvre hautement qualifiée. Je pense que l'orientation et la tendance aussi, notamment, j'allais dire, pour les équipements d'accompagnement public, qui constitue une solution excellente pour le collectif. C'est vrai, pour le collectif, nécessite certaines adaptations. Il y a eu des expériences, mais aujourd'hui, nous avons enregistré au niveau du centre Kinirib plus d'une trentaine d'avis techniques délivrés sur ce procédé. Et les gens s'orientent et se dirigent progressivement vers ce type de procédé constructif compte tenu des avantages qu'elle offre. Il y a aussi, je profite de cette occasion pour dire aussi qu'il y a le système constructif en maçonnerie porte chaînée qui constitue aussi une solution pour les zones des hauts plateaux et le sud. Et justement, en parlant de Sud, nous allons en voir dans un instant. Nous allons consacrer la dernière partie de cette émission à l'habitat saharien et à un modèle que nous avons peut-être négligé, oublié, à tort ou à raison. Mais avant cela, je vous donne la parole tous les deux pour parler des solutions. Vous qui êtes au ministère, vous êtes cadre au ministère et vous présidez l'association des céramistes algériens. Quelles sont les solutions immédiates qu'on peut prendre en considération aujourd'hui à l'occasion de cette 25e édition de Batimatech pour relancer véritablement ce secteur, Monsieur Boudelba? Moi, écoutez, je suis un défenseur acharné du dialogue. Je considère que nos échanges avec nos amis du ministère de l'Habitat ou du ministère des Finances sont très constructifs. J'encourage d'ailleurs tous mes amis, que ce soit dans le secteur public ou privé, à maintenir ce dialogue. Parce que quand on a un dialogue permanent, d'abord c'est un échange d'informations.
Et c'est très important parce qu'on peut faire des bilans sur un certain nombre d'innovations, on peut maîtriser l'information, on peut se renseigner sur ce qui se passe sur le terrain, on peut voir, calculer les coûts, où est-ce que c'est intéressant, où est-ce qu'est l'intérêt de l'Algérie d'aller dans telle ou pas dans telle direction. Donc c'est très important de maintenir un dialogue consultatif permanent avec entre les autorités qui sont chargées, n'est-ce pas, d'élaborer une politique globale de l'habitat en Algérie et les opérateurs qui sont quand même en première ligne pour la réalisation et la fourniture des matériaux utilisés. Donc moi je souhaiterais ce soir que le dialogue soit maintenu, que nous ayons des rencontres périodiques ou mensuelles pour faire le point un petit peu de la situation et surtout trouver ensemble les directions, les stratégies les plus avantageuses pour notre pays. Effectivement, pour le secteur de l'habitat, reste à l'écoute et à la disposition de l'ensemble. Il est ouvert à toute proposition, à toute solution. Nous accordons un intérêt particulier à la qualité et nous l'avons placé au centre de nos préoccupations majeures. D'ailleurs, donc en plus des quantités de logements et des milliers de logements qu'on avait réalisés, aujourd'hui, on accorde une importance particulière à la qualité. Le critère qualité doit être scrupuleusement observé dans nos différents chantiers et dans nos différents projets. Aussi, nous sommes aussi ouverts et flexibles. Nos cahiers des charges restent toujours flexibles en matière de rédaction des prescriptions techniques. D'ailleurs, nous avons introduit des améliorations remarquables sur le contenu des cahiers des charges en s'inscrivant dans la démarche efficacité énergétique et renouvelable. Je profite aussi pour dire que aujourd'hui, nous avons eu des expériences sur le recours aux énergies renouvelables, donc solaires, à l'instar des villes nouvelles de Sidi Abdallah, Bouinan et Hassim Saoud, au niveau de l'éclairage public qui est à 100% en panneaux photovoltaïques et parfois avec des produits nationaux. J'ai visité récemment la ville nouvelle de Hassim Saoud, c'est des produits 100% algériens et aujourd'hui, nos cahiers des charges sont enrichis et sont ouverts et flexibles à toute proposition, à condition que ces produits réunissent et doivent répondre aux exigences réglementaires et aux prescriptions énoncées dans les cahiers des charges et les cahiers des prescriptions techniques. Et nous allons consacrer la dernière partie de cette émission à l'habitat saharien, un savoir-faire algérien depuis des siècles, écologiquement responsable. Comment le préserver? Réponse dans ce commentaire de Amel Barba. Allier habitat et climat, nos ancêtres ingénieux ont toujours su le faire avec brio. L'architecture saharienne témoigne de leur génie, s'adaptant au climat chaud et aride du Sahara et de l'environnement naturel hostile. Une architecture spécifique et unique en son genre qui mise sur des matériaux locaux et tient compte de l'écosystème saharien. L'architecture saharienne se distingue par son cachet local. Ce patrimoine unique en son genre véhicule des valeurs sociales, culturelles et humaines, de quoi le propulser au patrimoine universel. Un patrimoine ancestral singulier, une architecture qui n'a négligé aucun aspect de la vie sociale et culturelle en prenant en considération les conditions climatiques, mais aussi plusieurs paramètres tels que l'eau et la végétation, contrairement aux constructions modernes. Les constructions modernes n'ont pas tenu compte de la particularité de la région. Il n'y a pas d'harmonie entre les matériaux de construction. En matière de restauration, il est nécessaire de respecter l'identité architecturale de chaque région. Nous avons lancé un projet concernant le respect des normes de restauration du patrimoine architectural qui est actuellement auprès du secrétariat général du gouvernement. Témoin de l'histoire locale et du savoir-faire de nos ancêtres, ce patrimoine inestimable est menacé de disparition, d'où la nécessité de lancer des opérations de restauration pour le sauvegarder dans le respect des normes et des matériaux locaux.
Voilà, pour ce beau patrimoine algérien, on l'a dit, écologiquement responsable depuis des siècles. Alors aujourd'hui, la question c'est comment le sauvegarder et comment le pérenniser aussi, parce que nous avons des initiatives, ça et là, des architectes qui s'intéressent à ce mode de construction, qui partent dans le sud et qui restaurent ou qui construisent, Monsieur Baliwa. Est-ce qu'il y a un programme au ministère d'abord pour sauvegarder l'habitat saharien ? Je voudrais juste rappeler que donc, au niveau du ministère de l'Habitat, nous avons déjà élaboré depuis plusieurs années un guide qui est destiné aux professionnels, aux concepteurs, aux architectes pour la construction avec du BTS. Comme vous le savez, donc, on doit revenir aux sources. Nos ancêtres, ils ont réalisé avec de la terre comme matériau qui est durable, en plus des performances qui est... Ça, donc aussi pour l'habitat rural, nous encourageons le recours à ce mode de construction, donc qui s'inscrit parfaitement dans notre politique, à savoir l'encouragement de l'utilisation des matériaux locaux. Il y a eu des expériences par le passé, donc et nous avons réalisé des constructions avec ce type de matériaux. Aujourd'hui, nous avons un retour d'expérience sur la durabilité, sur le comportement dans le temps. Donc, il se comporte parfaitement. Seulement, donc, nécessite de l'entretien et de la maintenance. Chose que parfois on oublie. Parfois aussi, donc, ce type de construction nécessite une maintenance et un entretien particulier. Dans le reportage que nous avons vu, c'est vrai, donc nous avons parlé de l'identité architecturale de chaque région. Dans notre programme de l'habitat, aussi, on accorde un intérêt particulier à la préservation de cette identité à travers la diversification, à travers le recours à ce mode de construction. Maintenant, aussi, on doit inciter les particuliers donc, à recourir à ce mode de construction qui est le BTS et qui offre des avantages multiples eu égard à ses caractéristiques naturelles, mécaniques et écologiques. Monsef Boudelba. Écoutez, les produits dits spécifiques, effectivement, on a un petit peu oublié comment pérenniser l'activité en elle-même, d'abord. Et pourtant, continuer à construire comme ça. On n'a pas pu véritablement encourager les gens dans ça. À part, disons, sur le plan vraiment régional, quoi, l'implantation territorialement là où c'est déjà fait, on n'a pas pu divulguer, c'est-à-dire continuer à le faire à grande échelle, en fait. On aurait dû, parce qu'on aurait gagné d'abord en perpétuant cette tradition, c'est important, sur le plan architectural, et en même temps, on aurait pérennisé le côté écologique. On aurait sauvegardé un patrimoine extraordinaire et on aurait permis aux Algériens de pouvoir continuer à vivre dans un environnement traditionnel, mais en même temps qui offre peut-être aussi un confort digne de l'époque dans laquelle nous vivons, à l'intérieur de la maison en elle-même. Donc on aurait pu marier les deux, en fait, trouver un moyen de réfléchir à trouver un équilibre entre la modernité et en même temps ce qui existait, la construction traditionnelle. Bon, c'est pas trop tard parce qu'on a ce patrimoine qui est là. Comme a dit notre ami du ministère de l'Habitat, on peut déjà entamer rapidement des opérations d'entretien et d'aménagement. De restauration. De toutes ces structures. Ça va permettre aux gens de découvrir cette activité qui, malheureusement, peut très facilement disparaître, puisque les artisans qui sont capables de faire ces choses-là sont en voie de disparition. Donc, il faut se mettre au travail, réfléchir, encourager, peut-être avec un mécanisme financier pour revenir à encourager les populations à préserver cette façon de faire. Voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Malgré notre retard, on peut réparer nos erreurs. Monsieur Boualiwa, avant de vous donner une dernière fois la parole.
Non, dans le même sens, en matière d'investissement, donc ça ne nécessite pas un investissement lourd. Donc c'est des blocs qui sont manufacturés, qui nécessitent une presse avec une formulation adéquate. Et on a un produit qui répond à nos exigences, aussi bien en matière de résistance qu'en matière de confort thermique. C'est ça. Et les constructions anciennes sont construites en pierre. Avec des murs qui sont épais, il y a un enjeu sur l'inertie thermique et vous avez dû certainement constater dans des maisons anciennes le confort en été ou bien en hiver sans recourir ni à l'énergie ni à un système de climatisation ou de chauffage. Je pense que nous disposons de tous les potentiels pour rehausser le niveau et aller vers ce genre de construction. Aussi, il y a des opérations aussi qui ont été engagées en matière de restauration. Je prends l'exemple d'Irsor au sud, qui ont bénéficié certains de quelques opérations de restauration et de réhabilitation. En matière d'encadrement technique, nous disposons des compétences qu'il faut. Maintenant, il y a aussi les initiatives des associations, il faut les saluer aussi, qui font un travail remarquable dans ce sens, en matière de restauration et en matière de prise d'initiative. Je vous donne la parole une dernière fois pour votre actualité. Je commence avec vous, Monsieur Monsef Boudelba. Votre actualité aujourd'hui ? Écoutez, nous, en ce qui concerne notre secteur industriel, comme vous le savez, nous avons maintenant aujourd'hui une autosuffisance et même un excédent. Donc je souhaiterais que rapidement le programme de logement qui a été annoncé par le ministre hier lors de l'inauguration de Batimatech se mette en place assez rapidement, qu'on puisse reprendre un peu espoir et retrouver les chiffres d'il y a quelques années pour continuer à investir et nous améliorer avec un meilleur transfert de technologie, une meilleure maîtrise du produit. Donc je souhaiterais que l'activité reprenne assez rapidement dans des meilleurs délais. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, l'activité a été totalement modifiée sur le plan de l'organisation en elle-même du cahier des charges, puisqu'elle est ouverte à tous les acteurs qui voudraient se mettre dans cette activité de la construction. Donc c'est une bonne nouvelle. Accélérer la cadence pour remettre les Algériens au travail et retrouver une croissance économique. C'est très important pour l'Algérie. Allez d'abord, allez voir. Moi, comme dernier mot, je dirais que donc il y a le vieil adage, quand le bâtiment va, tout va. Donc en tant que secteur de l'habitat, en charge de la réalisation d'un immense programme de logement et d'équipement public et notamment les infrastructures sportives telles que les stades, nous sommes engagés. Le gagnant, c'est celui de Tizi Ouzou, un bijou. Un bijou, d'ailleurs Berraqi ou Aran, qui ont permis à l'Algérie d'abriter les manifestations sportives avec succès, avec le témoignage de toute la scène internationale. Je dirais en plus des logements, aujourd'hui le secteur de l'habitat, d'ailleurs Monsieur le ministre hier avait déclaré que dans le programme quinquennal de Monsieur le Président de la République, il y a 1 million de logements, tous segments confondus. Il y a, au titre de l'année de la loi de finances 2023, il y a eu l'inscription de 264 000 unités de logement. En plus des équipements, en plus des infrastructures sportives. Donc nous sommes ouverts. Le secteur de l'habitat aujourd'hui dispose de tous les atouts pour la réussite, avec un encadrement technique purement algérien, avec des entreprises de réalisation algériennes et avec des matériaux et produits et équipements entrant dans la construction de fabrication nationale qui répondent aux normes et aux spécifications et aux exigences des marchés. Donc on se lance en tant que secteur de l'habitat comme défi. Pas de nouveaux défis. Il y a le coût, la maîtrise des coûts, il y a la maîtrise des délais de réalisation, il y a aussi la qualité. Cette triptyque
qui est placé au centre de nos préoccupations. À des matériaux et des compétences algériennes, bien sûr. Reda Boualiwa, vous êtes directeur général de la construction et des moyens de réalisation au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Monsef Boudelba, vous êtes président de l'Association nationale des céramistes algériens. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce numéro de l'Heure Éco. Merci à vous de l'avoir suivi. Il a été réalisé, ou cette émission a été réalisée par Hassan Chakour. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et lundi prochain pour un autre numéro de l'Heure Éco. Belle soirée.